Beka, le nouveau leader, Beka, pour vous être utile. Oh, 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 Beka, le nouveau leader, Beka, pour vous être utile. Oh, Beka Radio. L'indépendance, comme le cinquantenaire, nous est tombée sur la tête. On ne sait pas exactement quoi en faire. Nous avons dans la main le cinquantenaire et l'indépendance. Bienvenue sur ABK Radio, il est 8h33. Bonjour et bienvenue à notre patriarche le sage. On va peut-être se lever pour l'acclamer. Bonjour et bienvenue, monsieur Waka Fogang. Merci, je suis là. Ne bachang ne rechejar ne reboja ne je ne retiba ne repa shanga pegao ashanga oje oge que kof ge yu poja petro senjogo janere o asham chimba shang ne me du pa bang obojirang ne she hangoga ogo tchang suta ko go tatsu o chana je ne ge se she janere Bien you de pour Alors, moi, j'ai cru qu'on avait un autre Samenan Dominique sur la radio. Satenan Dominique sur la radio. Parce que là, c'est pas différent du chinois. C'est quelle langue? Le banjounais. C'est le Romala. Le Romala. Voilà, là c'est le Romala, le pur Romala. Et il faut rappeler que le Romala, c'est dans quelle région du Cameroun on parle ça? C'est à l'ouest du Cameroun. L'ouest du Cameroun. Voilà, à l'ouest du Cameroun. C'est pour ceux qui sont Bafoussam, les Banjounais, c'est ça exactement? Baham, Bayangam. Les Baham, Bayangam, ouais, voilà. Dans tous les cas, merci beaucoup d'être venu, Père Waka Fogang. Merci. Vous êtes un patriarche aujourd'hui, mais vous faites tout pour... voilà, vous êtes toujours dans la nouvelle génération aussi. Ah oui, le patriarcat, c'est à tous les domaines. Ludngacha, c'est un patriarche de la radio. Alors on vous présente comme un sage aussi, donc on va parler un petit peu de l'art, on va parler du théâtre, du cinéma, de l'humour, de la comédie et de tout cela, puisque hier on célébrait la journée mondiale du théâtre. Et puis vous êtes en train de donner une formation depuis pratiquement quelques jours au MJC à Newbel. Alors dites-nous un peu exactement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous donnez aux enfants? Oui, on apprend aux enfants les premiers pas dans l'écriture dramatique parce que l'écriture dramatique a une forme squelettique qu'il faut respecter. Il faut respecter une certaine règle de l'engagement, c'est-à-dire les règles par exemple de la fixation des idées, de la disposition des idées. Pour qu'une œuvre soit dramatique, il faut qu'il y ait une progression crescendo, voilà, qu'il faut expliquer et à des endroits assez précis. Parce que pour commencer une histoire dramatique, que ce soit au théâtre comme au cinéma, il y a la situation du départ, il y a l'incident déclencheur qui pousse le protagoniste à se fixer un objectif. Et ensuite, il rencontre les obstacles. Il y a les obstacles d'origine interne, les obstacles d'origine externe. Et après, il y a ce qu'on appelle le climax, que beaucoup appellent le dernier combat, qui est le plus grand obstacle avant le dénouement de la fin. Alors justement, patriarche Waka Fogang, il y en a qui se posent certainement la question ce matin, qu'est-ce que le théâtre ? Bon, le théâtre, c'est la représentation de la vie. C'est une façon de remontrer à la société ce qu'elle vit en mémoire. Ou bien l'œuvre de fiction d'un auteur qui a imaginé une société idéale, qui peint des personnages qui peuvent être des personnages références pour la société et qui peuvent aussi être des personnages à ne pas ressembler par la société. Et si je vous posais la question ce matin, comment se porte le théâtre camerounais ? Le théâtre camerounais, le théâtre en général se porte très bien. C'est vrai que le théâtre a quitté les endroits publics parce que la plupart des autorités ont détruit les salles où se produisaient les théâtres pour le public, mais le théâtre fonctionne très très bien en sous-marin. Alors, vous nous donnez une explication du théâtre qui me paraît un peu trop scientifique et intellectuelle, alors que nous, on sait que le théâtre, c'est un jeu, tout le monde peut y aller. Mais là, vous nous ramenez un petit peu dans la science du théâtre. Est-ce que le théâtre, finalement, est une science ? Le théâtre, c'est une science. C'est une science à la fois médicale, puisque au théâtre, nous guérissons les gens qui sont malades du sentiment, qui sont malades du mal-être. Par exemple, un papa qui a perdu son épouse,
Voilà, au théâtre, on lui montre comment la vie peut aller, comment il peut surmonter ça. Ce sont des problèmes que ne traitent pas les médecins, que ne traitent pas les députés à l'Assemblée nationale ou bien les conseils municipaux. Donc, nous montrons comment quelqu'un qui a vécu un incendie peut surmonter ça par la façon de vivre avec les autres, comment est-ce qu'il peut s'en sortir, ainsi de suite. Donc, nous traitons le sentiment au niveau du théâtre et nous essayons maintenant de critiquer ce qui se fait dans la société. Et c'est ça qui fait peur aux autorités qui gèrent mal la cité. Parce que ceux qui gèrent mal la cité ont peur d'être critiqués par le théâtre et du coup ils ont fermé toutes les salles, ils refusent de subventionner le théâtre qui participe énormément du développement humain. La démocratie. Que vous utilisez souvent dans vos phrases comme solution à tout est un mot vide de sens que j'ai étudié. C'est donc à comprendre, patriarche Wakefogeng, que faire du théâtre, ce n'est pas forcément amener les gens à rire. Ah non. Du coup, le théâtre est classé en 3 classes. Il y a la tragédie, il y a la tragicomédie et la comédie. La comédie, c'est le genre mineur du théâtre. Donc la comédie, c'est le théâtre. Oui, la comédie, c'est le théâtre. La comédie, c'est le genre mineur du théâtre. Et dans la comédie, maintenant, il y a les chambres de l'humour, de l'interprétation, de la bouffonnerie, voilà, ainsi de suite. La comédie franco-romaine. Oui, il y a la comédie franco-romaine et autres. Donc, le one-man show, le stand-up, tout ça, ça fait partie des chambres de la comédie qui est le genre mineur du théâtre. Voilà, parce que au théâtre, on dit il est très difficile de faire pleurer les gens que de leur faire rire. Voilà. Parce qu'on nous a souvent demandé, enfin, nous, on a souvent cherché à savoir c'est quoi exactement la différence entre le théâtre, la comédie, l'humour, le cinéma et tout ça. C'est quoi exactement la différence? Alors vous nous dites que le théâtre c'est un peu la chambre mère de toutes ces différentes disciplines. Oui, et la comédie, par exemple, quand on parle de comédie ici, on parle de l'humour. Or, la comédie, ce n'est pas l'humour, puisque la comédie, c'est une pièce de théâtre qui a une fin heureuse. Voilà, c'est comme 3 prétendants, un mari. Voilà, donc le protagoniste atteint toujours son objectif dans la comédie. Ça a une fin heureuse. Alors que la tragédie ou la tragicomédie, c'est pas la même chose. En tragédie, voilà, le héros connaît une fin tragique. Voilà, c'est-à-dire que ça commence par la mort, ça finit toujours par la mort. Et la tragicomédie, c'est l'entre-deux. C'est-à-dire qu'un peu de comédie, un peu de tragédie. Voilà. Donc, beaucoup de gens, quand ils disent je fais la comédie, ça veut dire qu'il fait l'humour. Non. On peut faire l'humour sans faire la comédie. Oui. On a vu à une certaine époque le MJC, la Maison des Jeunes et Culture, et aussi l'IFC qui s'était vraiment employé à développer davantage des talents dans l'humour, de faire donner des formations dans le théâtre. On a eu des Dovi Kendo, par exemple, qui était formatrice. On a eu plein d'autres qui se sont lancés dans le théâtre, mais on a l'impression aujourd'hui que les gens ont finalement délaissé un peu le théâtre puisqu'il n'est pas très en vue pour aller dans quelque chose comme la comédie ou bien l'humour qui sont très ouverts aujourd'hui. Oui, parce que par exemple au niveau du théâtre, la starmania n'existe pas. Il n'existe pas de stars de théâtre, mais il existe des stars de l'humour. Voilà, à partir du moment où en faisant l'humour, on connaît très vite un essor qui peut être aussi un essor financier, qui peut être un essor social. Donc ce qui fait que énormément de gens vont vers la comédie pour se permettre d'avoir cet essor-là. Mais en théâtre, par exemple, il y a d'abord le bien-être de soi. On est en perpétuel jeu avec des rôles qui ne sont pas les nôtres. Je joue le rôle du roi alors que je ne suis pas roi. Je joue le rôle du président de la République alors que je ne suis pas président de la République. Je joue le rôle du médecin alors que je ne suis pas médecin. Et comme disait Peter Brook, un comédien ne peut pas être fou dans sa vie parce qu'il est tout le temps dans la représentation de la folie. Il est quotidiennement dans la représentation. Donc un comédien est déjà fou en fait. Il est déjà fou. Quand il veut. Donc ça veut dire que les instants de folie sont des instants de normalité chez le comédien, puisque finalement c'est un homme fou. Alors ça veut dire que pour être un véritable acteur, il faut déjà passer par le théâtre. Oui, il faut passer par le théâtre parce que le théâtre nous apprend à gérer nos
gérer nos émissions, à mettre de la respiration sur des textes, parce que pour Amadou Ampateba, l'écriture c'est un texte qui ne respire pas. Et le rôle du comédien, c'est de mettre de la respiration, de la vie à un texte écrit par un auteur. Et quelle est la première règle en théâtre quand vous apprenez à quelqu'un qui arrive et qui veut faire du théâtre? Quelle est la première règle que vous lui Il y a les trois politesses. Les trois politesses d'un acteur, c'est se faire entendre, se faire comprendre et savoir son texte. Voilà les trois politesses. Se faire entendre, se faire comprendre et savoir son texte. Ah oui, ça je me souviens, parce que une fois j'étais encore au collège, je suis arrivé, c'était à l'IFC, on faisait une représentation, c'était une compétition inter-établissement. À un moment donné, j'ai dû oublier mon texte. Et il a fallu que j'improvise, fort heureusement, donc on était un peu habitués, il a fallu que j'improvise, mais je suis resté un petit peu dans le... Donc ça vous arrive souvent aussi, à vous d'oublier votre texte? Oui, ça arrive. Et parfois, on a des trous noirs. Et ces trous noirs, parfois, sont comblés par... à la fois par des improvisations, mais le fait qu'on répète longtemps une pièce avant de la jouer, ça permet que le comédien comprenne les tenants et les aboutissants du texte, tout ce que le texte raconte, le passé et le présent de tous les mots utilisés par l'auteur. Ça fait qu'au moment où il est bloqué, sa mémoire travaille pour se dire je vais dans tel sens. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, on ne va pas tuer l'effet émotion, puisque le texte a complètement été enregistré par l'esprit? Il y a comme effet de récitation et on tue l'esprit de l'émotion. Oui, ça c'est pour les mauvais comédiens. Les bons comédiens, quand ils sont dans la peau de leur personnage, quand ils sont au cœur de leur interprétation, voilà, même quand ils improvisent, ils restent dans l'interprétation. Comment appelle-t-on les habitants de Paris? Voilà les Parisiens. Mais le garçon m'a répondu les Français. Je lui dis papa, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Si les habitants de la France ce sont les Français, comment va-t-on appeler les habitants de la Sonara? Moi, avant que je n'aille à l'école, mon père m'avait appris que les habitants de Yaoundé, ce sont les fonctionnaires. Les habitants de Douala, ce sont les commerçants. Les habitants de Marseille, ce sont les Arabes. Et les habitants de la briqueterie, ce sont les musulmans. Mais aujourd'hui, je suis étonné. Aujourd'hui même, j'ai demandé à un collégien comment on appelle les habitants de Bepanda. Il m'a répondu les Camerounais. J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu des Camerounais sur les habitants de Bepanda? Tout le monde sait que ce sont les Tchams. Alors, Patriarche Ouakefogeng, avant d'explorer votre univers de Monsieur N'importe qui, j'aimerais bien savoir quel est le cursus par lequel on passe pour être un homme de théâtre. Est-ce qu'il y a un niveau scolaire requis? Est-ce qu'il y a une formation spéciale? Oui, aujourd'hui, les choses n'étaient pas suffisamment organisées au Cameroun avant les années 92 où ont été créées les facultés des arts et lettres de l'université de Yaoundé 1. Et à partir des années 2009 et 2010, qu'on a créé les instituts des beaux-arts. Aujourd'hui, pour devenir un bon homme de théâtre ou femme de théâtre, il faut aller à la faculté des arts et lettres de l'université de Yaoundé 1 et même de l'université de Yaoundé de Douala. Et, ou bien dans les instituts des beaux-arts qui ont été créés, 4 dans le pays. Voilà, et vous pouvez avoir jusqu'au doctorat de théâtre. Et j'accompagne les étudiants de l'Institut des Beaux-Arts de Fumban en allant faire des vacations là-bas pour le jeu de l'acteur, la mise en scène. J'enseigne le stand-up et l'écriture de l'humour. Et dans votre carrière, vous avez choisi de vous appeler Monsieur N'importe qui. On part de quoi pour arriver à cette identité? Voilà, j'ai commencé le théâtre en 1984 et quand j'ai commencé le théâtre en 1984... Gasson n'était pas encore né. Voilà, j'avais des gens qui étaient pour moi des mentors. Defke Mortoy, Kokam Narcisse et Cindy Mendia, qui étaient des humoristes à texte. Jean-Michel Cancan aussi, qui étaient des humoristes à texte. Eh monsieur, sortez! On n'entre pas dans un bureau administratif en sifflotant. Allez frapper à la porte. Oh? Allez frapper à la porte. Pourquoi? On n'entre pas dans un bureau administratif en sifflotant.
écoute-moi quelqu'un. Moi, j'ai entré, au lieu que me recevoir, il me dit qu'on entre. C'est ton bureau. Allez frapper à la porte. Est-ce que je suis obligé de frapper? Il me dit que c'est comme son enfant. D'abord, si je sors, si tu me vois dehors, c'est parce que moi-même je vais sortir. C'est pas que c'est toi qui me fais sortir. À partir des années 90, il y a eu la floraison des humoristes qui travaillaient sur l'actualité et qui s'étaient spécialisés dans l'improvisation. Donc le maître incontestable est resté le président Chop Chop. Oui, c'était lui le maître incontestable de l'improvisation. Voilà. Et au bout d'un certain moment, ce genre d'humour qui était très très accroché sur l'actualité, parce que ils puisaient leur inspiration sur les journaux, sur les faits qui s'étaient passés, les faits divers qui s'étaient passés et autres. Et parfois, je pense que c'est même ça qui a inspiré la création du journal des faits divers de Canal 2, et voilà, ainsi de suite. Donc, au bout d'un certain moment, en 99, je ne me sentais pas à l'aise dans cet humour lié à l'actualité. Et je me suis dit, mais où sont passés mes mentors d'antan? Voilà, j'ai donc créé le personnage de Monsieur N'importe qui en avril 99. Le personnage de Monsieur N'importe qui, c'est-à-dire que c'est un personnage qui interprète n'importe qui peut passer du chef de famille à l'enseignant, de l'enseignant au détourneur de fonds publics, au délinquant. Voilà, au délinquant, ainsi de suite. Donc un personnage qui peut jouer tous les personnages. Voilà, et quand j'ai créé ce personnage, je suis allé à Yaoundé, j'ai rencontré Cindy Mendia et Kokam Narcisse. Voilà, et je leur ai parlé de ce personnage et ça a poussé Cindy Mendia, de regretter mémoire, à créer son dernier spectacle, Je m'explose. Il a dit, ah tiens petit, tu me pousses là à vouloir entrer de nouveau en création. Et il est entré en création, il a créé son texte. Et pendant la création de son texte, il a reçu comme stagiaire 2 grands humoristes camerounais, Major Assé et Valérie Ndongo. Voilà, qu'il a formé jusqu'en 2004. Voilà, avant de tirer sa révérence en 2005. Mais quand on suit le parcours du patriarche Wakefogeng, que j'ai regardé sur les planches plusieurs fois, que ce soit à l'IFC ou à Douala Bercy ou ailleurs, il met un accent sur la femme. Pourquoi cet accent aigu sur la femme? Oui, mon grand-père, ça vient de mon grand-père. Mon grand-père me disait, la femme est le seul repère de l'homme. Après être sorti du ventre d'une, il passe le reste de sa vie à vouloir entrer dans le ventre de l'autre. Faut faire quoi là-bas? Donc, ce qui fait que un homme a pour seul repère véritablement la femme. Et comme la femme, c'est notre mère, c'est notre femme, c'est notre sœur, c'est notre fille, on ne peut pas. Mon grand-père disait, si un homme dit qu'il n'aime pas la femme, il devrait se suicider. Ça veut dire qu'il ne s'aime pas lui-même. Il devrait se suicider tout de suite puisqu'il est sorti du ventre d'une femme. Donc, à partir de ce moment-là, on peut décider de mettre la femme au centre de son travail, au centre de sa vie. Mais tout ça n'est arrivé qu'en 2003, quand j'ai perdu mon père et que j'ai vu ce que les 5 épouses de mon père ont vécu comme rite de veuvage à Abraham. Donc, j'étais obligé au bout d'un certain moment de dire on arrête. Si on doit faire souffrir des gens comme ça parce qu'ils ont perdu leur mari, surtout la première épouse de mon père, pour qui mon père était le centre de sa vie. Et comme elle avait 70 ans comme mon père, parce que les deux avaient même âge, voilà, on avait donné un bâton au dernier fils de mon père qui devait fouetter les veuves quand elles vont au champ des veuves. Elles laissent tous leurs vêtements là-bas et elles rentrent nues vers 5 h du matin. Et on donne un garçon pour les fouetter pour qu'elles courent pour entrer dans la concession. Et voilà ma mère qui vient frapper ma chambre. Elle me dit, ah, il y a ta mère là-bas parce que comme je suis le premier fils de mon père et la première femme n'avait pas fait d'enfant, j'étais son fils. Donc elle dit, voilà ta mère qui est on est en train de la fouetter là. Et il y a le petit Adjudje qui est en train de la fouetter. Il faut que tu ailles la sauver parce que voilà, elle a des palpitations et les veuves mégères qui sont en train de dire « Cours, fouette, fouette, fouette ». Alors je suis sorti, je suis allé.
J'ai pris un pagne et je suis allé, j'ai mis le pagne et j'ai dit au mégère, on D'arrêter. arrête comme ça. Oui. Voilà, vous voulez tuer quelqu'un? Elle a perdu son mari. Voilà, c'est déjà assez douloureux. Maintenant, c'est déjà assez douloureux pour elle. Oui. Maintenant, vous lui faites faire la course. Elle n'est pas athlète, elle n'a pas fait la course. Et elle n'a même pas l'âge pour. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je me suis interrogé sur la condition de la femme que nous aimons, la femme qui crée la famille, qui régénère le monde. Comment est-ce qu'on peut la traiter quand il y a des douleurs? Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à écrire des textes à la fois pour Magnifier titiller, la femme, pour ouais. titiller la femme et la magnifier à la fois. Mais sauf qu'à un moment donné, tu demandes à ta femme de tuer. Puisqu'il y a une scène qui m'a vraiment fait rire à mourir aussi. Quoi, je La n'aime pas scène- le cube ou quoi? Oui, non, il dit sa femme ne veut pas tuer. C'est comme ça qu'il intitule ce Ah, texte. d'accord. Il dit ma femme ne veut pas tuer. Donc raconte-nous un peu l'histoire et joue-nous peut-être on devait faire un peu un truc sur quelques secondes quand même. Ma femme ne veut pas tuer. J'ai beau lui dire qu'aujourd'hui c'est la mode, elle ne me suit pas. Je lui ai même dit, montre-moi une seule personne très très riche qui ne tue pas. La mère de ma femme est très riche et comme elle est son unique enfant, elle héritera et ça changera ma condition. Ma femme a de l'affection pour sa mère, c'est normal. Elle ne veut pas tuer. Ça fait 10 ans que nous attendons, 10 ans. 10 ans que cette sorcière de belle-mère souffre d'un cancer qui ne la tue pas. Elle avait pourtant dit il y a 10 ans que sa dernière heure n'est plus loin. J'ai cessé de travailler depuis ce jour pour construire des projets. Il fallait des projets pour ne pas être surpris par l'héritage. Tout dort dans les tiroirs, je vous assure. Tout. Je n'ai rien réalisé, rien. Ma belle-mère remet toujours à plus tard sa dernière heure. Même pour mourir, les femmes prennent leur temps. J'ai dit à ma femme de l'avancer pour que nos projets sortent des tiroirs et avancent. Elle refuse de supprimer la souffrance de sa mère. Quelle idiote! Laisser sa mère souffrir autant et dépenser tant d'argent pour des soins qui n'avancent pas, c'est mal voir l'avenir. Pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Les ministres pour devenir riches assassinent l'économie nationale. Les hommes d'affaires pour devenir riches étranglent les sociétés étatiques. Les bourgeois pour devenir riches ne payent pas grand-chose à leur personnel qui crève de misère. Chacun doit commettre un crime. Chacun sent le moindre cœur. Et ma femme veut avoir du cœur. Le cœur sur le cancer. Elle ne trouve pas que c'est cruel pour moi d'attendre un deuil qui ne vient pas. Patriarche Waka Voilà, ça c'est toute une école. C'est vraiment toute une école, la Père Wakafogang. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons un petit peu dans l'humour ou dans les quatre coins du rue ou bien avec le théâtre ou la comédie à laquelle on nous a un petit peu habitués. Mais ça c'est vraiment différent, ça c'est toute une école. Oui, enfin, en principe, je me suis dit, les gens qui attendent que leurs parents meurent pour qu'ils héritent et qui ont fondé tout leur espoir sur l'héritage qu'ils prendraient à la mort de leurs parents, je me suis dit, il faut écrire un sketch pour parler de ça. Est-ce que finalement ta femme a tué? Le plus titillant, c'était donc un mari qui n'attend même pas que son parent meure, mais le parent de sa femme pour qu'il ait l'héritage par alliance. Est-ce que finalement ta femme a tué? Non, pas encore. Alors, Wakafogang, le patriarche est contre le fait qu'on considère les femmes un peu comme rien du tout, parce que vous dites quelque part qu'une femme qui fait la cuisine pour sa famille, qui s'occupe de sa maison à plein temps, qui veille sur les enfants et contrôle son éducation, leur éducation, qui entretient son mari, lave ses habits, les repasse, n'est pas une femme sans emploi. Ah oui, effectivement, parce que il y a eu une histoire que j'ai eu un ami qui était magasinier dans une société qu'on appelait Foku. Et il touchait 45 000 francs le mois. C'était mon camarade de classe. Et son épouse était femme au foyer. Foyer. Ils avaient 3 enfants et le matin, elle faisait son petit déjeuner, elle repassait ses habits, elle posait l'eau pour qu'ils se lavent, elle nettoyait les enfants, elle les accompagnait à l'école. Et un jour, on est en train de bavarder et sa femme l'avait énervé, elle avait rendu visite à une amie sans lui dire. Donc il est rentré et il n'a pas trouvé la clé pour entrer à la maison. Elle était allée avec les 3 enfants. Et quand elle arrive, il commence à dire, mais c'est quoi ça? Ça fait 1 heure que je suis dehors. Tu es où? Hein, vraiment ça? Moi je n'aime pas ça. Une consommatrice comme ça. Le mot consommatrice est entré dans ma tête. Et moi, comme homme de théâtre, ça a trotté. Nous avons encore, après que sa femme ait ouvert la porte, nous avons encore parlé pendant 1 heure de temps. Je suis parti. Le matin, je l'ai retrouvé dans son magasin à Foku Ndjelin.
Et je lui ai dit, mon frère Marsim, hier tu as dit un mot. Si tu dois payer ta femme pour tes habits qu'on lave, imagine-toi que tu laves un seul habit à 100 francs. Et tu repasses à 100 francs, ça fait 200 francs. Tu laves combien d'habits par mois? Combien de fois? Écris. Calcul. Si tu dois chercher quelqu'un pour accompagner tes enfants à l'école et les ramener, aller les chercher à la sortie, s'occuper de leur nutrition, préparer pour eux à la maison, ainsi de suite, combien tu payerais cette femme? Écrit. Tu verras que tes 45 000 francs le mois ne peuvent pas payer ton épouse. Tu l'appelles consommatrice? Tu es malade. Donc ce n'est pas une consommatrice. Est-ce que tu sais que ta femme travaille pour toi sans emploi, sans argent? C'est une lourde tâche. Et elle travaille plus que toi parce que tes 45 000 francs que tu m'as dit qu'on te donne à Foko ne peut pas payer le service. Les femmes sont à applaudir ce matin. Donc elles le méritent. Hein. Oui. Et là, on a bavardé, on allait boire des bières, on a bavardé. Il a dit vraiment, tu m'as édifié par rapport à quelque chose. Je vais acheter un cadeau à mon épouse. Wow. Et lui demander pardon. Son épouse n'avait rien dit, c'était une femme soumise. Mais le mot consommatrice avait trotté. Et énormément dans la vie, parfois, quand on reçoit le retour des flèches qu'on a lancées pendant des jours, pendant des mois, pendant des années à une épouse. Ça fait très mal. Quand on reçoit, on se dit cette femme est méchante. Mais on ne sait pas ce qu'elle a vécu. Elle a vécu une torture morale pendant des années. Elle a supporté vraiment. Et je voudrais dire merci à toutes les femmes parce que elles sont notre Golgotha. Bravo les femmes. Là où voilà. Nous épuisons sur elles nos souffrances et nos méchancetés. Toutes les femmes sont conviées désormais à aller vous suivre sur les planches, mais sauf qu'il y a une chose pour laquelle vous ne vous entendez pas beaucoup avec les femmes, c'est le cube. Oui. L'affaire de cube. Oui, parce que le cube magie, je ne sais pas quelle plante produit ça. Je ne sais pas ce qu'on met dedans. Et depuis un certain moment, parce que le cube, parce que je suis un peu vieux, le cube est arrivé au Cameroun, en tout cas, c'est vulgarisé au Cameroun dans les années 79-81. Et donc, j'ai connu beaucoup de repas sans cube. Et à partir d'un certain moment, le cube est arrivé. Et c'est imposé. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de maladies qui étaient liées au cube. À la malnutrition. Je rappelle comiquement que vous vous êtes tué séparé de ton épouse à cause du cube. Oui, effectivement. Parce qu'elle a dit, tu lui as dit, tu dois choisir dans cette maison entre le cube et moi. Elle a dit, je pars avec mon cube. Je choisis mon cube. Oui, ça c'est une réalité. Et moi je pense que effectivement nous devons penser à ce que nous mangeons. Et normalement les gens pensent que être dans le bien-être c'est manger des choses qui sont bien à la bouche. On ne doit pas manger des choses qui sont bien à la bouche et mauvais pour l'organisme. Oui. Voilà, on doit se battre pour se demander est-ce que ce que nous mangeons là c'est bien pour la santé. Donc, ce qui fait que tout ce qui est cultivé, je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent laisser les tomates en boîte. Je n'ai rien contre ceux qui fabriquent les tomates. Les gens doivent laisser les tomates en fruits dans un pays où on cultive les tomates pour aller prendre les tomates en sachet ou en boîte. Voilà qu'on a en sachet ou en boîté. Ou, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Parce que ça n'a pas la saveur de la tomate en fruits. Je ne sais pas pourquoi les gens doivent appeler jus le soda. On n'a jamais vu un camion de fruits entrer dans une société brassicole pour nous fabriquer ce qu'on appelle des jus. Donc les gens doivent faire énormément attention à ça. Et c'est ça qui va augmenter notre espérance de vie. Voilà, donc les gens doivent faire attention. Et c'est le devoir des hommes de théâtre d'attirer l'attention des gens quand les choses commencent à Est-ce que ce n'est pas toutes ces vérités, Père Waka Fogang, qui vous éloignent un peu des sponsors et des partenaires quand vous voulez organiser vos grands événements? Ah bon, bien entendu, mais le problème c'est que l'homme ne vit pas que du pain. Quand je dis ça, pour un chrétien comme toi, tu dois comprendre. Voilà. Donc, mais de toutes paroles qui viennent de Dieu. À partir du moment où c'est dit dans la Bible que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous, au théâtre, nous utilisons
ces versets de Jean pour pouvoir exprimer, pour pouvoir amener les gens à comprendre, à se regarder dans la les parole miroirs, qui se fait à chair. se réinterroger, parce que nous utilisons la parole pour passer une bonne nouvelle sociale, une bonne nouvelle qui permet le développement humain. Avant qu'on ne sorte, j'aimerais rappeler que tu es le directeur de la compagnie Fegam. Vous produisez également des films. Oui, voilà, la compagnie Fegam a travaillé longtemps, parce que quand j'ai été formé en 92 à la Bado Théâtre par François Bingono, il nous avait dit, si vous voulez faire le carrière dans ce métier, il faut éviter le cinéma à votre bas âge, surtout les faux films. Il faut tourner uniquement avec des grands réalisateurs. Donc, ce qui fait que pendant des années, j'ai évité de tourner dans des séries, parce que je voulais faire énormément carrière dans le théâtre. Et le théâtre m'a permis de faire tous les continents du monde. Je suis allé dans les pays les plus inespérés pour jouer du théâtre. Wow. Et à partir du moment où j'ai atteint bientôt le 3e âge, voilà, je suis à 50 ans aujourd'hui, je me suis dit maintenant, parce qu'il nous avait dit, les bons comédiens finissent leur carrière dans le cinéma. Ouais. En 2016, j'ai réalisé mon premier long métrage, Le Revers de la haine. De la haine, ouais. Voilà, qui n'est pas encore sorti. La sortie, c'est le 26 septembre de cette année. Voilà, et en adaptant une pièce que j'avais écrite en février 91, je l'ai adaptée en cinéma en 2006. Ouais. J'ai écrit le scénario en 2006 et j'ai travaillé le scénario de 2006 à 2016 où je l'ai réalisé. Et pour parler de ton actualité, tu seras le 31 mars sur les planches de l'IFC à Douala. De l'IFC dans le cadre du festival Comptoir 54. Les moments forts de Monsieur N'importe qui. Oui, les moments forts de Monsieur N'importe qui. Comment comprendre qu'avec toi tu as fait tout le tour du monde entier, France, machin, tu étais sur toutes les plus grandes planches à travers le monde, mais comment comprendre qu'ici au Cameroun, ta valeur et ton talent ne soient véritablement pas vraiment reconnus, parce que logiquement tu devrais être au ministère de la Culture, je sais pas, dans un département de formation et de quoi là, mais comment comprendre cela qu'ici au Cameroun tu passes un petit peu inaperçu, par contre le monde te réclame? Non, normalement un artiste n'est pas fait pour être fonctionnaire. Manu Dibango ne travaillera jamais au ministère de la Culture, même si on le lui demande. Mais l'une des choses, c'est que les dirigeants de mon pays considèrent un comédien comme un pantin, comme quelqu'un qui a perdu la route, amuseur public, et comme quelqu'un aigri qui réclame pour qu'on lui donne sa part. Ce n'est pas le rôle. Et à partir du moment quand on m'a invité en France pour la première fois en 2001, je suis allé voir François Bingono, je lui ai dit, maître, on m'a invité en France pour jouer le théâtre. Il a dit, mon fils, joue chaque spectacle comme s'il était le dernier et tu ne manqueras jamais de travail. Et je suis allé en France, nous avons monté une pièce de Kwam Tawa à Saint-Brieuc en 2001, Sacrilège. Et nous étions 5 Camerounais, dont Dovik Endo, France Ngombok, Kwam Tawa, Ambara Martin et moi. Donc, et nous avons joué, et j'ai joué vraiment ces spectacles comme si c'était le dernier. Parce qu'il a conclu en disant, si j'apprends que tu es mort sur scène, je serai le plus heureux du monde. Waouh. Oui, donc c'était comment? C'était un entraîneur qui boostait son joueur. Non, tu ne vas pas mourir. J'ai joué comme si c'était le dernier, et depuis de 2001 jusqu'en 2013, c'est une succession, c'est un enchaînement. J'ai fait 4 fois le festival d'Avignon, qui est le mondial du théâtre, wow, qui est le lieu le plus huppé du théâtre, sans que le ministère de la Culture soit au courant. Donc quand j'ai joué, les metteurs en scène qui étaient dans la salle, chacun voulait travailler avec moi. Ils ont appelé, ils ont commencé à dire, nous on aimerait vous jouer avec cet acteur, nous on aimerait jouer avec cet acteur. J'ai joué dans l'illusion comique de Pierre Corneille. Quand j'ai lu Corneille pour la première fois en classe de 4e, le Cid de Pierre Corneille, est-ce que j'imaginais qu'un jour je pouvais jouer dans Corneille? Non. Voilà, en 2007, j'ai joué à la cour d'honneur du Palais des Papes, qui est le lieu le plus prestigieux du théâtre dans le monde. On jouait les feuillets d'hypnose de René Char, un très grand résistant français. Et en 2013, j'ai accompagné le premier Africain qui était artiste associé au Festival d'Avignon, Dieudonné Yanguna, un acteur, un metteur en scène congolais. Voilà, nous avons joué dans Sheda à la carrière de Boulbon, où Peter Brook a créé le Mahabharata avec Sidiki Kouyaté. Donc ce qui fait que véritablement, je suis allé
partout. Normalement, pour un acteur, je devrais dire que mon avenir est derrière moi. Mais comme je viens d'embrasser le monde du cinéma, je me dis que... Ton passé est bien devant toi. Voilà. Voilà, vraiment merci beaucoup. Et dans tous les cas, tu as soutenu d'ailleurs le projet de Black Oya, le comédien, le festival Caravane de l'humour. Et tu as donné des sessions de formation à des trentaines de jeunes qui sont venus des quatre coins du Cameroun et qui t'ont écouté. Tu les as vraiment formés. Il y a des jeunes qui ne savaient jamais qu'on pouvait écrire une improvisation ou un one-man show et tout ça, mais tu leur as appris les techniques d'écriture et tout cela. C'était aussi un moment de fierté pour toi, qui est un petit peu comme de l'ancienne génération. Aujourd'hui, être en train d'offrir à cette nouvelle génération et leur montrer un peu les canaux du métier, c'est une fierté. Ah oui, c'est une fierté parce que apprendre à enseigner ce qu'on a appris, c'est toujours gagner plus. Mon grand-père disait, le partage est la seule chose qui fait grandir le cœur. Donc quand on partage, on a toujours un cœur qui grandit. Et ça fait toujours un plaisir pour moi, voilà, de partager. Beaucoup de cadets viennent à Bafoussam. Basek Fils est venu à Bafoussam. Major Assé, il est venu à Bafoussam. Valérie Ndongo est venue à Bafoussam. Nana Ardo m'a appelé par téléphone. On a beaucoup échangé par rapport à aux qualités de ces textes. Donc énormément toutes ces jeunes, parce que moi aussi je suis allé vers des aînés comme Essindi Mendia, comme Kokam Narcisse, pour savoir le comment, voilà, de la gestion de la scène humoristique quand j'ai commencé à faire Père Wak Foguin, notre patriarche, l'héritage de l'humour, enfin du théâtre au Cameroun. On va donner ton numéro de téléphone aux jeunes qui veulent peut-être faire du théâtre, qui veulent être formés, qui veulent faire dans du cinéma, aux jeunes qui simplement vous admirent et qui veulent partager un petit instant avec vous, parce qu'il y a quelqu'un qui disait dans un livre, 10 années, un petit moment, 1 heure passée avec un sage vaut mieux que 10 années passées dans les livres. Donc il y a des gens qui voudraient peut-être être un petit peu avec côté. Est-ce que vous allez donner votre numéro de téléphone à l'antenne en direct? Ah oui, pour ceux qui veulent venir vous retrouver dans votre grotte à Bafoussam. Ah oui, ça c'est le 696 17 09 24. Voilà, 696 17 09 24. Voilà, merci beaucoup Père Wak. Alors quel est le dernier mot? Si vous en avez un, vous n'allez pas mourir sur scène. Oui. Bon, toujours les conseils de mon grand-père. Mon grand-père disait, pour épouser une veuve, il faut savoir de quoi est mort son mari. Alors, ça veut dire, c'est un message que tu adresses directement au professeur Niasso, parce qu'il est avec une veuve, il ne sait même pas de quoi le mari est mort, il a dit qu'il s'en fout. Ce qui a tué son mari n'est pas ce qui va le tuer. Donc vraiment, j'espère qu'il a compris et qu'il retient la leçon. Merci beaucoup, Patriarche, d'être venu. Merci, Luc. Je rappelle que tu vas continuer tes formations. À bientôt, Patriarche. Oui, et merci à tous les auditeurs de ABK Radio 89.9. Voilà. C'était un plaisir de vous recevoir. Et à samedi, certainement, sur les planches de l'IFC. À samedi, merci. Depuis que j'ai commencé à boire, je peux vous dire, je me sens mieux. Je me demande même comment j'ai pu passer tout le temps où je ne buvais pas. Je me rappelle des soirs chez moi, ma femme en servant le repas me demandait « Qu'est-ce que tu veux boire ?» Je disais « Je ne bois pas ». Je voyais bien que je faisais souffrir les gens qui n'avaient que la bonté de m'offrir à boire. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je bois. Je sais bien que ce n'est pas ici qu'il a changé l'eau en vin, mais comme nous n'avons pas de vin tout le temps, je bois la bière. À défaut du cheval, on monte l'âne quand même. J'ai perdu 20 ans de ma vie à ignorer l'ivresse. J'avais même du mépris à tort pour les gens qui connaissaient le plaisir de planer dans les vapeurs. Aujourd'hui, je saoule, ce n'est pas génial. Mon frère a même été engagé dans une société brassicole du pays. Et puis je me suis dit, si je ne bois pas, peut-être qu'ils se rendront compte que ma part des bières qu'ils embouteillent ne quitte jamais le comptoir et renvoyer mon frère. Vous voyez bien que je bois avec raison. Quand j'ai commencé à boire, mon ami Kuaté était très inquiet. Il me disait tout le temps, mon frère, l'alcool c'est pas bien pour l'organisme. L'alcool c'est pas bien pour l'organisme. Il était sérieux, Kuaté, il ne buvait rien. Le mois dernier, il est mort de la pneumonie. Sans abus d'alcool, je vous assure. Je suis sûr que là où il est, il regrette de n'avoir pas profité des produits embouteillés. Qu'est-ce que j'ai pu me priver du bonheur? Avant, quand je ne buvais pas, j'étais d'une chuchotée maladive. Je ne donnais jamais à boire à qui que ce soit. Et je considérais les bars comme les endroits où les consciences sont corrompues. J'étais un vrai con.
Je ne connaissais même pas le prénom du tenancier du bar le plus proche de ma maison. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Dans tous les bars du quartier, j'ai une petite dette à payer. Ah oui, quand je ne buvais pas, mais je pensais aux économies. Je rentrais très vite à la maison après le travail pour aider mes enfants à faire des révisions. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. J'ai des fake même dans mes habits. C'est ma femme qui lave. Ce n'est pas génial? C'est génial. Un jour, j'ai tellement bu que j'ai levé les mains vers le ciel et j'ai dit, Seigneur, Jésus de Nazareth, sauve-moi encore. Immédiatement, il s'est mis à pleuvoir. Un vrai miracle, parce que j'avais bu. Je me suis accroupi et c'est comme ça que le sommeil m'a surpris dans ma prière. C'est un chien affamé qui m'a réveillé le matin, il croyait que j'étais mort. Ah non. Je me suis levé encore sale, un peu saoul, je suis allé au bureau. Au bureau, le patron m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas dans un bordel ici. J'ai regardé le patron, j'ai dit, patron, après le bar, ce n'est pas toujours le bordel. Les clients, les collègues ont ri et ça a fait du bien. Est-ce qu'avant, je pouvais parler comme ça à mon patron? Là, bien. C'est vrai qu'il m'a mis à la porte, mais je suis parti avec la tête sur les épaules. Ce qui est bien avec l'alcool, notre tête reste toujours sur les épaules. Au quartier, j'ai dit ça à un ami avec qui on partage la passion de boire. Et dans un sourire de solidarité, il m'a dit, mon frère, comme on t'a mis à la porte, tu deviens mon portier. De temps en temps, quand j'ouvre la portière de sa voiture pour qu'il entre, il me dit, c'est toi qui conduis et je conduis. L'autre jour, à une manifestation où il était invité, moi son chauffeur, il m'a vu siffler. Il était à la table d'honneur, moi j'étais au Shabbat. De là, il m'a vu siffler 11 billets avant de me servir du whisky. Les patrons ont peur pour rien. Il s'est levé, il est venu, il a dit, s'il te plaît, bois avec modération. Tu sais que c'est toi qui me conduis. À l'allure où tu consommes, tu vas attraper une cirrhose de foie. J'ai dit, patron, que ferais-je avec un foie en bonne santé à ma mort? Le nouveau leader pour vous être utile.